va faire écran. C'est mieux. Et si tu veux bien te présenter. Eh bien, je suis Morgane Alain, donc je viens de Plourin-les-Morlaix. Donc à la base, je suis rennaise. Je suis arrivée là le 11 septembre pour m'occuper de la communication. Donc j'ai fait des études, pour vous présenter un petit peu mon parcours, j'ai fait des études en comptabilité et communication. Et après, je suis passée par différentes structures. Donc j'ai été à la région Bretagne, j'ai été au musée départemental breton, à Entreprendre pour apprendre Bretagne, à la mairie de Carhaix, la mairie de Plourin-les-Morlaix et l'agence d'attractivité du département. Et donc après, je suis arrivée là. Bienvenue. Merci. On peut lui faire parce que repartir. Et je vais demander à Madame Manuelle Gallois de se mettre en lumière aussi. Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne connaissent pas, Emmanuelle Gallois, assistante de Madame le maire et assistante de Monsieur Cabel. Voilà, arrivée depuis début mars pour ceux qui ne m'avaient pas vu. Merci Madame. Donc nous n'avons reçu aucune observation des conseillers municipaux concernant la séance du conseil municipal du 28 juin 2023. Sur l'observation contraire, le prévu de la séance du conseil municipal est donc apposé. On vous entend pas beaucoup, hein. Je suis désolée. Donc je recommence, je vous indique d'avoir reçu l'observation des conseillers municipaux concernant la séance du conseil municipal du 28 juin 2023. Sauf expression contraire, le prévu de la séance du conseil municipal est donc apposé. S'il y a une observation, elle sera exprimée. Sur la table se trouve le conseil municipal avec la liste de décisions prises en vertu des délégations venues par le conseil municipal. Donc je vais vous donner la liste des décisions prises dans le cadre des attributions prévues à l'article 21 du Code général des collectivités. Préparation et passation de marché, acquisition de tronçonneuse cisaille Rubix 16 512 €. Rangement pour le centre technique municipal 2328 €. Débroussailleuse tailleuse 2263 €. Laveuse Brémac location 1656 €. 8 containers de tri pour l'espace créatif 8043 €. Les PC portables pour le poste chargé de communication et des actions techniques et cadre de vie LMPI 3681 €. Une monobrosse au centre technique municipal 1647 €. L'autolaveuse PLG 3590. La clôture du chemin de Verdurac chez Proliance 8686. Chariot d'entretien plus chariot multi-alsage plus aspirateur balai 1407,53 €. Téléphone portable pour les membres du Code Orange 1067,52 €. Le remplaçant d'une tablette numérique à l'école d'Arbois 503,92 €. Le réfrigérateur pour la salle Le Ballon Henri Julien 1224 €. L'immobilier pour la salle de pause des agents 726 €. Le broyeur de végétaux Brico Propo 27 780 €. Une tondeuse Ferramont 10 188 €. Des grillés grasses et des pleuvoirs Rulox à location 2145 €. Un véhicule Peugeot Boxer 29 424 €. La brosse de désherbage Ferramont 11 478 €. La tronçonneuse souffleur de Broussailleuse diagnostic 2363 €. Du matériel numérique comportant écran, support câble et système de visioconférence UGAP 6468 €. Un vidéoprojecteur et module connexion Wi-Fi UGAP 669,77 €. Au marché de service, renouvellement logiciel AutoCAD LMPI 1584, vérification sécurité incendie APAL 2405,99 €. La modification des cartes mères panneaux lumineux Lumiplan 3772 €. Vérification périodique de la grille Ballon Tractopelle 751 €. Dératisation des lieux publics 2019,62 €. Vérification semestrielle système extinction cuisine d'hydro 613 €.
Déplacement photocopieur bibliothèque TGCGO 516 €. Contrôle électrique et système de sécurité incendie de la bibliothèque provisoire APA 606. Maintenance annuelle des extincteurs Isogarde 7315. Renouvellement parfois informatique 1074. Antivirus serveur LLT 462 €. Lutte contre le frelon asiatique année 2023 2300 € 10 centimes. Réfection des tirages LED de la salle Lodec Tanguy, 027 €. Pose et fourniture de 10 spots espace Lucien Prigent, magnet électricité 8 926 €. Hydrocurage de la fibre à la salle Le Bain Constructel 1386 €. Fourniture et pose d'une centrale anti-intrusion au ballon 6 240 €. Remplacement du vitrage tarif ballon 5 487 €. Assistance à maîtrise d'ouvrage pour un schéma directeur des systèmes d'information de la ville, VIX consultant 28 152 €. Arrêtez pour les régies comptables, arrêtez le moment le registre intérimaire et le mandataire suppléant pour la régie de recettes et d'avance des terrains du voyage. Et dans les arrêtés d'hiver, il y a eu 11 arrêtés d'attribution d'aide financière pour l'acquisition d'un vélo à assistance électrique. Donc nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Nous allons commencer par l'installation d'un nouveau conseiller municipal, M. Florent Desbon. Le courrier en date du 23 juin 2023 par lequel Mme Roselyne Montpellier, conseillère municipale de la liste unie pour l'Andivisio, installée dans ses fonctions le 15 avril 2022, m'a notifié cette décision. De l'article L270 du Code électoral, il que le candidat associatif venant immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer ce conseiller. Le Conseil prend acte de l'installation de M. Florent Desbon en qualité de conseiller municipal candidat suivant sur la liste unie pour l'Andivisio. Et donc, qui entraîne la modification du tableau du Conseil municipal. Monsieur Desbon, vous voulez peut-être dire quelque chose? Bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis très content d'être là aujourd'hui pour représenter une partie des Landivisiens et puis prendre de grandes décisions, de bonnes décisions, de belles décisions pour l'ensemble des administrés. Donc je suis enseignant de musique, actuellement au collège Saint-François à Lesnerin. J'enseigne également le piano, j'aime beaucoup le chant et je dirige 2 chorales actuellement, une à Frédériel et une à Mespol. Voilà, une vie faite de musique et à fond dans la culture. Merci en tout cas de votre accueil. Merci, monsieur. Donc nous allons passer à la proposition des commissions communales. Donc M. Desbon, en remplaçant Mme Nicolet, démissionnaire, il est proposé que le conseil municipal élise M. Desbon au sein des commissions dans lesquelles siégeait Mme Nicolet, sauf souhait de mutation exprimé par les autres conseillers municipaux. Donc il a été demandé de nous adresser un courrier que nous avons reçu. Donc je vais vous donner la proposition des commissions municipales. La commission administration générale, personnel, sécurité, quartier, environnement, éducation, ménage est inchangée. La commission finances, travaux, agriculture est inchangée. La commission enfance, famille, jeunesse, il y a M. Claude Abivin et M. Florian Desbon qui remplacent Mme Gaëlle Martineau. Dans la commission économie, projet urbain foncier, inchangé. Dans la commission éducation, formation, il y a M. Abivin Claude qui remplace Mme Nicollier et M. Florian Desbon qui remplace Mme Martineau. Dans la commission commerce et artisanat, urbanisme réglementaire, c'est inchangé. Dans la commission action sociale, santé, logement, il y a Mme Offret qui remplace Mme Nicollier. Dans la commission culture patrimoine, il y a M. Desbon qui remplace Mme Martineau. Et dans la commission vie associative sport, il y a Mme Martineau qui remplace M. Medec. Y a-t-il des questions? Simplement une remarque pour dire que sur la rédaction de votre paragraphe concernant le remplacement de Mme Nicolet par M. Desbon, c'est pas justifié de le rédiger ainsi, puisque finalement, ça voulait dire qu'à ce moment-là, on n'avait pas de place du tout dans 2 commissions.
Donc vous êtes vigilant sur la formulation des choses. Merci, madame. Donc, je vais vous demander si vous êtes d'accord pour faire un vote à main levée. Est-ce que tout le monde est d'accord? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Allez, je vous fais lever les mains pour faire un peu de gymnastique. Unanimité, je vous remercie. Monsieur Sel. Donc, projet de délibération numéro 3, marché à procédure adaptée, création d'une commission consultative. Donc, les marchés publics sont passés dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique, liberté d'accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats, transparence des procédures. Les marchés sont scindés en deux grands types de procédures de mise en concurrence et attribution. Les marchés à procédure formalisée concernés par la commission d'appel d'offres. Donc il s'agit d'une commission requise par la loi pour les marchés dépassant des seuils de 215 000 € pour les marchés de fourniture et de services et de 5 382 000 hors taxes pour les marchés de travaux. Les marchés à procédure adaptée dont les montants n'atteignent pas ces seuils, ils sont attribués par le maire ou son représentant avec les règles de publicité de mise en concurrence évolutive selon le montant. Les marchés à procédure adaptée pouvant atteindre des montants importants, il est sain et courant que le pouvoir adjudicateur s'appuie sur une commission qu'il peut consulter avant de prendre sa décision d'attribution. La commission marché à procédure adaptée. Il est donc proposé pour la durée du mandat municipal de créer une commission marché à procédure adaptée en division. Le rôle de cette commission consultative MAPA sera de formuler un avis sur le projet de rapport d'analyse des offres, le classement des offres et le choix des titulaires. En aucun cas, elle n'attribuera le marché public. Cette commission pourra être convoquée à l'initiative du maire ou de son représentant pour les marchés dont les montants sont estimés à supérieurs ou égaux à 40 000 € hors taxes. Le nombre de marchés potentiellement concernés étant plus important, entre 20 et 30 par an, cette commission se réunira en journée et plus régulièrement. Ses membres devront dès lors disposer d'une certaine disponibilité. Cependant, cette commission étant consultative, la règle du quorum ne s'impose pas. Compte tenu de la disponibilité nécessaire pour cette commission consultative, il est décidé de fixer la commission à 4 membres, 3 de la majorité et 1 de l'opposition. La commission sera présidée par le maire ou son représentant. Seront présents également le directeur général des services, l'agent en charge de la consultation des marchés publics. Ils assisteront à cette commission sans voix, ainsi que toute autre personne estimée nécessaire à l'examen des offres. Les propositions de conseils municipaux, candidats titulaires et suppléants ont été invités à adresser par courriel, donc au plus tard le 2 octobre, afin de préparer cette désignation ce jour. La composition définitive de la commission sera déterminée lors du conseil municipal, après réception de l'ensemble des candidatures et élections. Donc, dans l'attente des candidatures, le groupe majoritaire a proposé en titulaire Louis Saliou, Yvon Balanan, Yvan Henry, en suppléant Jean-Louis Michel, Nadine Amaziou et Daniel Pervès. Pour l'opposition, donc pour rappel, si c'est la même commission que la commission d'appel d'offres, était titulaire M. Samuel Philippot et était suppléant M. Claude Aviva. Bien sûr, le règlement interne de la commande publique sera mis à jour en conséquence à l'issue de ce vote. Pour le vote, est-ce que vous êtes tous d'accord pour faire à main levée? Oui, alors sur la composition, je me rappelle que j'étais intervenu en commission pour souhaiter que notre groupe soit représenté dans cette commission, d'une part. Et puis j'avais une question sur le fait qu'on a dit que cette commission pourra être convoquée. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne sera pas convoquée à chaque fois qu'il y aura un marché de ce niveau? Alors l'idée c'est de la convoquer en effet, mais c'est pour dire aussi que on pourra regrouper plusieurs appels d'offres
Hein, donc c'est une décision du maire, elle reste facultative. Mais aujourd'hui, c'est donc tous les marchés entre 40 000 et 5 millions 3 aujourd'hui ne font pas l'objet d'une commission consultative. Hein, il y a des communes qui ont plafonné à 90 000. Hein, il y a d'autres communes qui, à partir de 20 000, consultent cette commission. Aujourd'hui, le MAPA, c'est 40 000 euros hors taxe, donc on pense que c'est la bonne jauge. D'accord, donc dès qu'il y a 40 000, il y a une commission. Comment? Dès qu'un seul marché fait 40 000, il y a une commission. Dès qu'un seul marché, en effet, fait 40 000. C'était juste parce qu'on avait écrit pourra, donc, mais sera. Oui. C'est pour ça qu'il pourra y avoir entre 20 et 30 commissions. Oui, bien sûr. L'idée étant quand même de les réduire autant que possible, Ouais. dans la mesure où c'est du moins possible. Par contre, je vous ai transmis un mail justement changeant ces noms-là. Donc en fait, le vote ne porte pas sur Samuel Philippe Petit. Non, on est bien d'accord, monsieur. Là, c'est pour le nom de personne. Nous également, nous avons adressé un mail parce qu'on ne voit pas pourquoi ce serait la même composition que celle de la commission d'appel d'offres, parce que c'est d'autres marchés, ça concerne d'autres marchés. Donc on vous avait fait la proposition avec moi-même et M. Medec. Voilà. Alors déjà, on va mettre au voie le nombre de personnes dans cette commission. Donc, je vais mettre au voie tout de suite 4 personnes qui s'abstient, qui est contre et qui est pour. Unanimité pour 4 personnes. Donc, je vais faire pareil pour les membres de la commission pour la majorité. Donc, si M. Salut veut bien rappeler les noms. Donc, on été proposé Louis Saliou, Yvon Balamant, Yvan Maury. Les suppléants, Jean-Luc Michel, Nadine Abazou et Daniel Pervès. Donc là, pareil, je mets au voie à main levée. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Donc maintenant, je vais le faire pour l'opposition. Donc il y a 2 listes à mettre au voie. Pour M. Philippot, il y a Benjamin Robert en titulaire et il y a Nofret en suppléant. Et pour Mme Martineau, il y a Gaël Martineau en titulaire et Gilbert Medec en suppléant. Donc on va peut-être faire d'abord pour la liste de M. Philippot. Donc pour M. Benjamin Robert en pareil, on vote à main levée. M. Benjamin Robert en titulaire, je vous demande qui est pour. 4. Qui est contre? Nous, hein, forcément. Avec Si on n'est pas. L'abstention, ça n'a aucun intérêt, mais ça s'abstenir. Je répète, qui est contre? Contre la candidature de M. Philippot, on est bien. Hein, ouais. Donc voilà. Donc 3 contre et qui s'abstient? Je vous remercie. Et pour Mme Martineau en titulaire, qui s'abstient? Qui est pour? 3 pour, qui est contre? 4 contre. Monsieur Benjamin Robert. Alors la première commission est d'ores et déjà fixée, sous réserve bien sûr. Elle aura lieu le 7 novembre à 16h. Seront étudiés en particulier les marchés pour l'allée de la Croix et les marchés pour les réseaux eau potable, eau usée et eau potable AEP sur la place de l'église. Est-ce que les réunions auront lieu toujours un mardi? Alors, pas forcément. Non, je vous dis ça parce que les commissions permis de construire ont lieu aussi souvent le Oui. mardi après-midi. Oui. Et comme je sais qu'il y a certains qui sont déjà Non, dans mais cette bien sûr, commission, on évitera évidemment que les commissions ne se mochent pas. Entendu. D'ailleurs,
pense qu'on retrouve certaines personnes peut-être dans une position ou d'autres. Monsieur Maurice, c'est à vous. Projet de délibération numéro 4, délibération. Projet de délibération numéro 4, délégation donnée au maire en matière de prévention. Vu le code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro 2020-211 du 3 juillet 2020, donnant délégation au maire pour faire usage du droit de prévention dans la limite d'un montant unitaire hors taxe de 100 000 €, vu l'avis favorable des commissions communales, économiques, logement et foncier, et commerce et artisanal dans l'année réglementaire du 27 septembre 2023. Compte tenu de la raréfaction à venir des biens disponibles dans le contexte de la cible zéro artificialisation nette et sa conséquence, la densification du périmètre urbain, d'autre part de la nécessité de porter une atteinte particulière aux fonciers proches d'équipements publics ou de potentiels aménagements urbains stratégiques pour les politiques de la ville, il est nécessaire d'adapter la délégation du droit de prévention confiée à l'autorité exécutive. Contrairement aux décisions prises par les autres villes en matière de délégation du droit de préemption, celle de l'Andiviso confiée en 2020 à la maire fixant un plafond de 100 000 € hors taxe, ce qui n'autorise pas une intervention pertinente et réactive. Afin de donner à l'autorité exécutive l'efficacité nécessaire en matière foncière, il est proposé au conseil municipal de délibérer à le maire ou son représentant le droit de préemption prévu à l'article CGCT L 2122-22 15e, sans montant plafond autre que budget voté. Il est rappelé que l'autorité exécutive informera le conseil municipal de l'usage de la délégation confiée comme le prévoit l'article L 2122-23 du CJCT. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide ou propose de supprimer le plafond institué par la délibération 2020-200 du 3 juillet 2020 en matière de préemption, de déléguer Madame le maire ou son représentant l'accès au nom de la commune des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation de biens selon les dispositions prévues à l'article L 211-2 à L 211-2 3 ou premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même code, que l'exercice de ces délégations se fera dans le respect de l'article L 2122-200-23 du Code général des collectivités territoriales et dans le respect du montant de la dépense prévisionnelle non engagée, inscrite au total du chapitre 21 du budget de la ville. À défaut, le maire devra réunir dans le délai de préemption le conseil municipal pour obtenir son accord à une décision modificative budgétaire. Y a-t-il des interventions? Oui. Nous avons fait part en tout cas, j'avais fait part de mon avis là-dessus et j'avais demandé à M. Maury combien de fois depuis juillet 2020 que le conseil municipal est élu, nous avons fait appel à ce vote au-delà de 100 000. La réponse était 0, je crois, vous m'avez dit, M. Maury. La réponse était 0, la réponse était qu'on vient dans une autre vie, on va dire. Oui, tout à fait. Donc, en discutant les 3 membres de notre groupe, on pense que déjà le fait de le passer à 200 000, doubler, donc le seuil, ce serait déjà une première étape. Et puis, voyons par la suite si vraiment il y a beaucoup de biens qui se présentent au-delà de cette somme, de ce montant. Et déjà, on aura une petite idée. D'autre part, dans la délibération, enfin dans la proposition de vote, vous mettez que ce sera sans montant plafond autre que le budget voté. Donc ça veut dire qu'il y aura une ligne budgétaire tous les ans consacrée à l'achat de foncier. Ceci dit, si elle n'est pas utilisée, quid de cette ligne? Bon, on sait très bien que vous aimez bien faire les transferts, mais bon, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose de mobiliser peut-être un budget qui ne serait pas utilisé chaque année. Donc peut-être plutôt viser le doublement de cette autorisation de montant serait plus judicieux, au moins dans un premier temps, en première étape, et voir ce que ça aurait comme conséquence. Et d'autre part, une décision, un compromis de vente, c'est 2 mois. Vous êtes averti très rapidement lorsqu'il y a un compromis de vente. Donc on a 2 mois pour réagir.
peut-être aussi rapprocher, faire plus de conseils municipaux, ce serait pas une mauvaise chose. Je crois qu'on en a 5, voire 6 quelques années. Donc ce ne serait pas un luxe d'en faire peut-être un de plus sur l'année. Voilà, donc c'était nos 2 propositions qui, je pense, amélioreraient l'efficacité de la décision de la commune. Bon, le fait de doubler le plafond, 200 000, ça n'a aucun effet. Aujourd'hui, je vous l'avais déjà expliqué, que le prix du mètre carré moyen sur l'ancien est de 1 900 € dans le secteur. Oui, mais enfin, Donc, le but c'est quand même d'assainir aussi des... Donc ça fait déjà une somme de 200 000, le moindre bien qui va être vendu. Et je signe des DIA, je vois les montants régulièrement, et on est rarement en dessous de 200 000. Oui, mais Donc, les terrains, Monsieur Maury, vous savez très bien qu'il n'y en a plus beaucoup sur l'Andivisio. Il y a surtout, je pense, en centre-ville, des bâtiments qui sont vétustes. Et quand on sait le prix de ces bâtiments, vous nous avez même cité l'autre jour un cas avenue Foch, une maison qui est en vétusté, où il y a eu même une déclaration de mise en péril, évaluée à 20 000 €. Donc on voit très bien que quand c'est du vieux bâti... Il y en a pas beaucoup à 20 000 €. Non, enfin quand c'est des ruines, ça ne vaut pas grand-chose. Pour gérer le foncier. C'est clair qu'aujourd'hui, on va parler donc de la LAN notre jour ici, hein, et donc on va faire de la requalification, de renouvellement urbain, et on sera amené certainement pratiquement à chaque, très régulièrement sur moi, à présenter les biens sur l'ancien. Oui, enfin là tout le monde se précipite pour acheter des terrains parce qu'on sait que le gâteau n'est pas très, on va dire, grand pour faire le partage entre toutes les communes par rapport au nombre de terrains qui restent disponibles, hein, on le sait. Et là tout d'un coup, il fallait peut-être anticiper et faire ça depuis un petit moment. Quand même depuis 2020, qu'est-ce que vous avez fait au niveau des achats de foncier? Pas grand-chose. Donc on va peut-être pas, vous n'allez pas avoir des propositions à pleuvoir là, je pense. On maîtrise le foncier jusqu'à maintenant dans notre projet. Place Guillotet, on a fait les projets, on l'a fait. Antérieurement, on avait la rue Gaumont, ça a été maîtrisé. Après, pour la médiathèque, c'est du foncier qu'on maîtrise, c'est les propriétés communales. Là, on se retrouve maintenant sur le square Platsodel avec des ventes qui sont en cours. Et on a recensé d'autres ventes qui vont arriver, qui sont de l'ordre de 300 000 ou 400 000. Donc là, on regarde si on présente ou pas. Mais j'ai recensé tout un secteur dans le cadre du futur PLU, où on aura quand même des secteurs de renouvellement urbain, et il faudra réfléchir, est-ce qu'on prend, est-ce qu'on prend pas. Et c'est pas avec 100 000, 200 000 qu'on pourra intervenir. Oui, mais enfin, je ne vois pas qu'est-ce que ça va avancer. Comme on a un conseil municipal à peu près tous les 2 mois, c'est nickel pour se décider. Hein. De toute façon, vous avez jusqu'à le dernier jour pour faire une proposition. Donc, comme c'est 2 mois entre le compromis et la vente, il n'y a pas de problème hein, pour moi. Je ne vois pas où est le souci. C'est votre avis. Sur un dossier garage froid, qu'en est-il? Ça avance la préemption du garage froid? Pas de projet privé. Ah oui, non, c'est vu qu'on a évoqué C'est en attente. Juste une intervention sur le fait qu'en fait notre groupe, on en a pas mal discuté aussi, puis on trouve assez cohérent et logique. Effectivement, 200 000 €, maintenant, il n'y a plus grand-chose sur un plateau de ville, donc de monter ce plafond-là, effectivement, c'est surtout ne pas passer à côté d'opportunités. C'est surtout comme ça qu'on le voit. Effectivement, ça va vite, et puis au côté, il n'y a pas 2 mois de délai des dossiers sur instruction, mais le droit de préemption est beaucoup plus court que ça. Et le temps d'instruction du dossier, effectivement, laisse très peu de place, presque à peine le temps de convoquer un conseil. Donc voilà, moi je trouve ça assez cohérent. Donc je vais mettre au voix. Qui est contre? 3 contre. Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Donc je vais vous faire la présentation de la suite donnée par rapport au rapport 2022 de la Chambre régionale des comptes, puisqu'il y avait des recommandations. Et donc les recommandations, la recommandation numéro 1, c'était mettre à jour tous les ans le document unique d'évaluation des ressources professionnelles et le programme annuel de prévention qui est afférent, conformément aux dispositions de l'article R 4121 du Code du travail.
Donc les actions entreprises par délibération en date du 8 décembre 2022, le Conseil municipal a approuvé la mise à jour du document unique. Ce document a été présenté pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail le 1er décembre 2022. Cette instance a émis un avis favorable à l'unanimité. Pour l'année 2023, le document est en cours de mise à jour avec la collaboration de l'assistant de prévention. Cette mise à jour sera examinée lors d'un prochain CST de fin d'année. L'information sera faite lors du Conseil municipal du 14 décembre 2023. La recommandation numéro 2 inclure dans les rapports sur les recommandations budgétaires un programme pluriannuel d'investissement comportant une prévision précise des dépenses et des recettes, y compris celles du fonctionnement. Les remarques de la Chambre ont été prises en compte lors du vote 2023 présenté au Conseil municipal dans sa séance du 9 mars 2023. Le document présenté au Conseil municipal détaille les pays 2023-2026, tant en dépenses qu'en recettes, y compris celles de fonctionnement. Les rapports d'orientation budgétaire des prochains exercices comporteront également des informations de programmation pluriannuelle. Ci-dessous, vous avez les extraits du PPI. La recommandation numéro 3, fiabiliser l'inventaire de la collectivité avec l'état de l'actif émis par la comptable publique et ajuster les durées d'amortissement entre les différents états comptables au plus tard pour la mise en œuvre de la N57 au 1er janvier 2024. La fiabilisation de l'inventaire de la collectivité a été engagée et devrait s'achever dans les prochains mois. Le rapprochement de l'inventaire est effectué par un binôme gestionnaire finance de la ville et agent du comptable public. Par exemple, pour les biens immobiliers retirés de l'actif depuis le contrôle de la CRC École Militaire Humaine. Le passage à la L57 est inscrit à l'ordre du jour du Conseil municipal du 5 octobre 2023. Le règlement budgétaire et financier sera mis à jour en conséquence. L'ensemble des durées d'amortissement sera examiné par l'Assemblée délibérante lors de sa séance du 14 décembre 2023. La recommandation numéro 4, améliorer le dispositif de comptabilisation des charges et produits à rattacher à l'exercice en s'appuyant sur l'achèvement du processus de dématérialisation. Dans les actions entreprises, la ville précise que suite à cette recommandation, toutes les opérations liées à la journée complémentaire ont bien été émises au 31 décembre, actées dans le compte administratif 2022. Concernant le rattachement du produit, cette recommandation sera également prise en compte pour les prochains comptes administratifs. Pour accompagner l'achèvement du processus de matérialisation et d'autres projets informatiques, la ville a créé un poste de technicien informatique. Le recrutement est en cours. La recommandation numéro 5 met en œuvre une comptabilité de stock pour le budget avec lotissement du Cabinet. Cette recommandation a été suivie des faits du compte administratif 2022, voté par le Conseil municipal lors de la semaine du 13 avril 2023. Dans un souci de partager avec d'autres collectivités l'amélioration du suivi du budget annexe, lotissement, la ville accueille une formation animée par la conseillère aux décideurs locaux de la DDFT en septembre 2023 et proposée aux communes de l'intercommunalité. Donc, je demande au conseil municipal de prendre acte de la présentation de la suite donnée aux observations de la CRC. Juste une observation, notamment sur la recommandation numéro 1, où il est stipulé une révision annuelle du plan de risque professionnel. On attend toujours une véritable évaluation du risque psychosociaux, notamment menée par un cabinet extérieur, qui serait, à mon avis, grandement besoin et dont on sait actuellement qu'il y en a encore de plus en plus besoin. C'est en cours. Très bien. Donc, je vais passer au point suivant, la désignation du référent d'oncologue pour les élus communaux. Donc, Madame Hervé a été sollicitée et elle a donné son accord de principe. La personne qui était là au conseil communautaire, c'est la même personne qui sera aussi référent d'oncologue et sur pratiquement toutes les communes, si je ne m'abuse, de la communauté de communes du Pays de Landry. Donc, Madame Corinne Hervé est désignée en qualité de référent d'oncologue auprès des élus de la commune, à compter de la date d'exécution de la présente délibération et jusqu'au prochain renouvellement général du conseil municipal. Le montant de l'indemnité de vacation du référent odontologue s'élève à 80 €, toutes taxes comprises par dossier. Les frais de transport et d'hébergement rendus nécessaires pour l'exécution de la mission de référent odontologue, ils sont remboursés dans les conditions applicables aux
modalités d'intervention sont: le référent de l'enveloppe devrait être saisi exclusivement par courrier électronique à l'adresse communiquée par le référent de l'enveloppe au maire, lequel apportera sans délai la connaissance de tous les élus. Le référent répondra uniquement aux sollicitations d'un élu pour une question concernant uniquement cet élu qui est dans le cadre de la charte de l'élu local. Le référent accueillera réception de chaque saisine sous 10 jours et chaque avis du référent devra être rendu dans un délai maximum de 3 semaines à compter de sa saisine. La période comprise entre le 1er juillet et le 31 août dans son droit dans ce décret. Le référent de l'enveloppe prendra son avis sur l'écrit exclusivement à l'élu qui l'a saisi. Il ne traitera que les sollicitations en lien avec la charte de l'élu local et si celle-ci concerne directement les élus saisissants. Les frais de transport et d'hébergement devront être évités dans la mesure du possible pour privilégier l'échange dématérialisé. Pour permettre le versement des indemnités du référent de l'enveloppe, l'élu qui l'a sollicité devra signaler cette saisine au maire en lui précisant s'il a demandé ou non le déplacement sur place du référent, sans pour autant transmettre au maire le texte de la question posée ni la teneur de l'avis rendu. Le maire ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son représentant est chargé de signer les pièces et actes nécessaires à l'exécution de cette délibération. Y a-t-il des questions? Donc, je vois qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, je vous remercie. Alors, nous allons passer au rapport de M. Missali. Je demanderai à M. Donc la délibération numéro 7 concerne la dissolution du syndicat communal d'assainissement dans les Visio et l'emploi des Visio, donc le SIAL, et les modalités de sa liquidation. Considérant que le SIAL est compétent en matière d'assainissement sur le territoire des communes de l'Anse-Visio et de l'Empole, considérant que la communauté de communes du pays sera compétente en matière d'eau potable et d'assainissement à compter du 1er janvier 2024 par délibération du Conseil communautaire numéro 2021-0660, considérant que cette modification des statuts de la communauté de communes du Pays de l'Andy à compter du 1er janvier 2024 a été actée par arrêté préfectoral du 21 décembre 2021. Les communes membres du syndicat n'ont pas la volonté que ce dernier perdure au-delà de la date de prise de compétences assainissement par la communauté de communes et de l'Anse-Visio. Dans ce contexte, les communes membres du syndicat entendent procéder à la dissolution de ce dernier par consentement de tous les conseillers municipaux intéressés, donc conformément à l'article 52.12-33 du CGCT. Les modalités de liquidation du syndicat seront fixées ultérieurement dans le respect des principes énoncés par les articles L5211-25-1 et L5211-26 du CGCT et feront l'objet d'une convention qui sera soumise à l'approbation de chacune des communes membres du syndicat. Il est donc proposé au conseil municipal de donner son consentement à la dissolution du SIAL à compter du 1er janvier 2024, de solliciter auprès de monsieur le préfet d'arrêter de dissolution du syndicat et d'autoriser en conséquence madame le maire ou son représentant à engager toutes les démarches utiles pour déterminer les modalités de liquidation du syndicat, signer tout acte y afférent et accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Donc je le vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Unanimité, je vous remercie. On peut faire entrer. Non, sinon, non, Donc, projet de délibération numéro 8, projet concernant la rénovation et l'extension de la bibliothèque de
création et affectation d'autorisation de programme et mise en place de crédits de paiement. Il est rappelé que la ville a décidé de lancer la rénovation et extension de la bibliothèque. Le permis de construire a été déposé à la fin août et le dossier de consultation des entreprises pour les travaux est lancé. La réalisation du programme se déroulera sur plusieurs exercices budgétaires. Dès lors, il est pertinent d'estimer les besoins annuels afin d'éviter d'engager comptablement l'ensemble du programme de travaux sur 2023 et devoir inscrire des crédits en dépenses en recettes qui ne seront pas mobilisés et donc reportés. Les articles L2311-3 et R2311-9 du CGCT permettent aux communes de plus de 3500 habitants d'inscrire des autorisations de programme et des crédits de paiement, un nouveau terme qu'on aura utilisé, APCP, dans leur section d'investissement et que la nomenclature M557 généralise cette pratique. Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour couvrir les engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondants. Ces dispositions sont particulièrement adaptées au caractère pluriannuel de certaines opérations prévues au plan de mandat. Elles permettent une meilleure lisibilité de ces opérations et une meilleure prise en compte de la réalité des échéances de paiement au sein d'un budget obligatoirement annuel. Il est donc proposé d'adopter le vote en APCP ci-dessous pour le projet rénovation et extension de la bibliothèque Xavier Graal. L'enveloppe qui est ci-dessous et donc correspond à une première approche TTC dans la mesure où nous ne connaissons pas le résultat du marché de travaux. Bien entendu, les crédits feront l'objet d'un examen annuel par le conseil municipal à l'occasion du débat d'orientation budgétaire et ou du vote du budget primitif. Il sera ainsi tenu compte de l'attribution des autres travaux ainsi que des subventions notifiées. Donc, pour exemple, dans le montant d'autorisation de programme 3,5 millions qui seront affectés comptablement sur les chapitres 20, 21 et 23 et donc le montant prévisionnel des crédits de paiement annuels, donc une enveloppe de 350 000 pour l'année 2023, 2 millions pour l'année 2024, 1 million pour 2025 et un remis 450 000 pour l'année 2026. Aujourd'hui, nous avons tenté l'approche de la répartition des recettes d'équilibre. On estime le FCTVA aux alentours de 560 000 et les subventions qui ont été demandées aux alentours de 700 000. Le reste étant financé par de l'autofinancement, voire un peu d'emprunt en cas de besoin à hauteur de 2 240 000. Il est précisé que le montant de l'AP est hors étude préalable, puisqu'en effet, elles ont été réglées en 2022. Et les crédits de l'année, les crédits de paiement qui sont bien sûr non mandatés en année N seront automatiquement reportés en crédit de paiement pour l'année suivante. Il est donc proposé au Conseil de décider de la création de l'autorisation de programme libellé rénovation et extension de la bibliothèque Xavier Graal pour le montant proposé, décider de l'affectation de l'autorisation de programme comme décidé ci-dessous, décider de répartir les crédits de paiement selon l'échéancier proposé, préciser que ces crédits de paiement sont inscrits au budget principal, au budget primitif des exercices concernés en section d'investissement, au chapitre et articles appropriés. Leur suivi sera retracé dans les annexes budgétaires prévues à cette liste. Y a-t-il des interventions? Juste une petite question pour information. Quand est-ce que sont programmés normalement le début des travaux? Alors, la méthode, je vais vous le dire, a été lancée. Oui. Donc, la DLRO, je ne me rappelle plus quand elle est fixée. En général, sur un tel programme, on donne quand même un peu de temps aux entreprises pour répondre. Après, il y a toutes les démarches administratives avant l'attribution et la notification aux entreprises. Donc, ça sera un chantier qui devrait démarrer début d'année. D'accord. Donc pas avant début 2024. Non, en 2022, on n'aura pas de travaux. Le temps. Enfin 2023. 2023, pardon. Sachant qu'on est déjà le 4 octobre et le temps de passer toutes les parties administratives,
On aura une notification peut-être en fin d'année, début d'année. Donc voilà. Ok, merci. Donc je vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 9, dans le cadre du remplacement de la couverture de la salle de sport de Tigouane et de lancer une étude de faisabilité d'une installation photovoltaïque par le SDEF. Donc le syndicat départemental d'énergie et équipement du Finistère, de par ses statuts, est compétent dans le domaine de l'aménagement et de l'exploitation d'installations de production d'électricité utilisant les énergies renouvelables selon les dispositions de l'article 2224-32 du CGCT. Ainsi, dans le cadre du remplacement de la couverture de la salle de sport de Tigouane, il est proposé de faire appel au SDEF afin qu'une étude de faisabilité technico-économique soit réalisée. Si l'étude met en évidence un projet viable et économiquement intéressant et que la ville décide de travailler avec le SDEF pour la mise en œuvre d'une centrale photovoltaïque, l'étude de faisabilité sera prise en charge par le SDEF. À défaut, si la commune réalise l'opération avec une autre structure, elle s'engage à rembourser au SDEF le coût de l'étude estimé à 550 €, qui correspond à peu près à une journée d'études réalisée par l'agent du SDEF. Si l'étude conclut que l'opération n'est pas viable économiquement, le SDEF prendra en charge son coût. Il est donc proposé, à la demande du SDEF, de le solliciter pour la réalisation d'une étude de faisabilité technico-économique pour la réalisation du projet photovoltaïque sur le site de Tigouane à Landivisiau et de s'engager à rembourser au SDEF le coût de l'étude pour un montant de 550 € si le SDEF n'est pas retenu par la commune pour la réalisation de la centrale. Y a-t-il des questions? Des questions, non, juste une observation. En fait, vous parlez de faisabilité technico-économique. Moi, j'ai plutôt envie de parler de volonté, d'une vraie politique environnementale, une volonté véritablement. Donc, c'est l'occasion justement de se dire qu'il y a cette toiture qui est à remplacer et que même si effectivement la rentabilité est que dans 20, 25, 30 ans, c'est quand même une opportunité majeure que de pouvoir mettre un petit peu d'électricité verte sur nos bâtiments. Donc je pense qu'il ne faut pas s'arrêter que à la faisabilité technico-économique, mais qu'il faut aller bien plus loin et avoir une vraie volonté politique et véritablement environnementale. C'est cette volonté politique que nous avons, c'est pour ça qu'on nous demande de passer cette délibération. Oui, mais là, c'est peut-être que c'est rédigé, c'est sous couvert de la faisabilité technico-économique. En fait, en gros, si c'est pas rentable, c'est c'est tendancieux. Vous gagneriez véritablement à le mettre très clairement en disant on va étudier le fait qu'on va pouvoir mettre des parcelles, qu'on va pouvoir vraiment étudier et qu'on va le faire. Parce que c'est faisable, on va le faire. Il est vrai que passer une délibération pour 550 €, ça paraît un peu limite peut-être, mais ils exigent que le conseil municipal se prononce sur la chose. On le comprend, mais ça il faut dire on y va, on va le faire. Par contre, moi j'avais une autre observation, c'est que je suis quand même surprise, Monsieur Saliou, parce que je vous avais posé la question concernant la salle de Kerzourat. Est-ce qu'il y avait une étude de faisabilité qui avait été faite? Vous m'avez répondu oui, mais on n'avait pas eu de vote. Donc a-t-elle été vraiment faite, réalisée cette étude? L'étude de structure de la salle de Kerzourat ne le permettait pas, et que le SDEF nous a confié que la toiture de Tigouane est très intéressante, elle est placée, qui plus est, donc avec une surface de toiture comme la moitié de et une structure qui a moindre frais pourrait porter une toiture photovoltaïque. Voilà. À Kerzourat, on était sur une ancienne charpente qui ne répondait pas du tout à la capacité à porter des panneaux photovoltaïques. Il y a une possibilité je vous avais déjà répondu. Oui, mais je vous ai répondu qu'on pouvait très bien renforcer une charpente. Ça se fait de doubler des poteaux. Donc, c'est juste une question. C'est juste une question de volonté. Après, il y a le côté économique aussi, des finances de la ville. Ça va. Bon, je vois que tout le monde est pour cette étude, donc je vais mettre au voix. Qui est contre?
s'abstient, qui est pour, unanimité. Projet de délibération numéro 10, budget principal 2023, donc une décision modificative numéro 2. Il appartient donc à l'autorité exécutive de la ville de proposer à l'Assemblée délibérante des ajustements de crédit prévisionnel de l'exercice selon les besoins de la collectivité et l'avancement des projets. Ces ajustements font l'objet d'une délibération budgétaire intitulée décision modificative. Donc il est soumis à l'approbation du conseil municipal. Cette décision modificative numéro 2 du budget principal. En fonctionnement, il s'agit de prendre en considération l'augmentation en dépenses du chapitre 65, donc à hauteur de 97 300 euros, correspondant au renouvellement de licence informatique pour 20 000 euros qui ne passe plus en investissement, aux participations scolaires et subventions allouées pour 77 300, l'augmentation est déclinée en recettes par la reprise sur provision, chapitre 78, et une opération d'ordre au chapitre 42. Alors, la somme de 77 300 euros, c'est suite principalement à l'évolution du coût d'un élève. Vous savez qu'on calcule le coût d'un élève dans le public et on applique le même taux dans les contrats d'association avec les écoles publiques. Donc, comme il y a eu une augmentation, mais Mme Taillé saura peut-être vous dire, je crois que c'était plus 110 euros, je crois, par élève. Donc, multiplié par le nombre d'élèves, ça fait une somme relativement conséquente. Voilà. En investissement, les dépenses d'équipement sont à relever de 181 000 euros. Il s'agit de tenir compte de l'exécution du marché de terrain synthétique, du vote en autorisation de programme crédit de programme du projet donc, de Xavier Graal, d'une affectation de crédit de Petite Ville de demain à l'acquisition de foncier aménagement urbain dans le cadre de la suppression du plafond des IA. L'équilibre avec la section de fonctionnement est pris en compte en dépenses, bien entendu, à hauteur de 93 300, et la section est présentée en équilibre avec un relèvement du capital d'emprunt de 274 000 et qu'il ne sera pas nécessaire de mobiliser compte tenu de l'anticipation des résultats de fin d'année. Donc vous avez également les tableaux en annexe, donc avec un équilibre en fonctionnement à 97 000, en investissement de 274. Il est donc proposé au Conseil d'approuver cette décision modificative numéro 2. Je vais mettre le vote qui est contre, qui s'abstient. Il n'y a pas 4 abstentions. Qui est pour. Je vous remercie. Le budget annexe d'eau potable, également une décision modificative numéro 1. Il appartient donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la ville de proposer à l'Assemblée. Donc, cette décision modificative numéro 1 pour le budget d'adduction eau potable. La décision concerne que la section d'investissement et l'essentiel vise à permettre à la ville d'inscrire à l'exercice 2023 le lancement du marché correspondant au réseau AEP de la Croix à hauteur de 30 000 euros. Le solde correspond à une opération comptable au chapitre 27 en dépenses et en recettes. Il s'agit de crédit de TVA. Donc la décision modificative réduit le suréquilibre de 30 000 euros de la section d'investissement. Le montant des dépenses est emporté à 60 000. Pour mémoire, le suréquilibre était à 324 000 euros. Il est donc proposé au Conseil d'approuver cette décision modificative numéro 1. Je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, 4 abstentions, qui est pour. Je vous remercie. Délibération numéro 12, donc l'application de la nomenclature budgétaire et comptable 2057 au 1er janvier 2024. Donc la ville se doit de mettre en œuvre cette nouvelle nomenclature. Elle s'appliquera à tous les budgets de la commune. La nomenclature budgétaire et comptable 2057 est l'instruction la plus récente du secteur public local, instaurée au 1er janvier 2015
Dans le cadre de la création des métropoles, ce référentiel M55 présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales, que ce soit région, département et EPCI et communes. Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les régions, offrant une plus grande marge de manœuvre en matière de gestion pluriannuelle de crédit, de fongibilité des crédits, de gestion des crédits pour dépenses imprévues. Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés aujourd'hui selon la M14, soit le budget principal de la ville, et ainsi que tous les budgets annexes. Cette modification de nomenclature entraîne automatiquement un changement de maquette budgétaire. Il est donc proposé au Conseil d'autoriser le changement de nomenclature budgétaire et comptable des budgets de la commune, budget numéro 10 500 et annexe, à savoir le ballon 10 502, le lotissement communal de Carvignonan 10 503 et d'appliquer la nomenclature à compter du 1er janvier 2024, de préciser que les budgets sont votés par nature et d'autoriser également Madame le maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la précédente délibération et d'actualiser le règlement budgétaire et financier appliquant donc cette nouvelle nomenclature. Alors ça doit passer au conseil municipal, même si c'est le cadre légal qui l'oblige, mais bon, voilà. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Alors, modification du tableau des emplois. La fonction des ressources humaines occupe une place de plus en plus prépondérante au sein des communes et l'effectif du service ressources humaines nécessite d'être adapté pour répondre à l'ensemble des missions confiées et projets accomplis. Ainsi, il est proposé au Conseil municipal la création d'un poste de gestionnaire ressources humaines pour porter à 3 équivalents temps plein l'effectif du service compte tenu des 140 agents de l'individu et par comparaison avec les 2 PCI et puis de notre taille dans le département. D'autre part, lors de la dernière séance, le Conseil municipal a émis un avis favorable à l'accueil de jeunes en formation en alternance à la Halte Garderie Toul et au CCAS. La technique favorise de pour l'accueil de l'apprenti au service espace vert dans le cadre d'un baccalauréat professionnel aménagement paysager. La formation dure 24 mois. L'accueil de cet apprenti participe concrètement à l'effort de qualification des jeunes, favorise l'insertion professionnelle, s'inscrit pleinement dans le champ des politiques publiques en faveur de la formation et de l'emploi. Il est proposé la création de contrats à déterminer de formation en alternance. Donc je demande au Conseil municipal de créer au tableau des emplois permanents un poste de gestionnaire ressources humaines catégorie C ou B de la filière administrative. Pour votre information, le recrutement est en cours. De créer au tableau des emplois permanents un poste de temps d'apprenti au centre municipal et d'autoriser une temps à pouvoir à ces emplois et effectuer les démarches nécessaires en ce sens. Y a-t-il des interrogations, des questions? Je vous rappelle aussi que Madame Diane Mauger, qui a travaillé pendant 17 ans à la discussion, arrive en durée et elle sera remplacée au mois d'octobre, je crois, au novembre, par Madame Julie Fousset. Et nous avons aussi une nouvelle gestionnaire du foncier, Madame Bianconi, qui arrive le 24 octobre. Donc je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Donc la délibération 14, c'est une subvention exceptionnelle de soutien aux victimes du séisme du Maroc, afin de soutenir ces populations et d'aider l'action de la protection civile comme on l'a fait pour les Turcs. Il est proposé au Conseil municipal de verser une subvention exceptionnelle de 4 000 € à la protection civile. Comme je l'ai dit en commission, nous avons un vrai suivi de l'argent qui est donné à la protection civile. Donc, je vous demande d'accorder cette subvention exceptionnelle de 4 000 € à la protection civile, destinée à soutenir la population marocaine sinistrée par le séisme du 8 septembre 2023, et de m'autoriser mon représentant
temps effectué toute démarche nécessaire au versement de cette subvention, chapitre 65 du budget 2023. Donc je vais mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Unanimité, merci pour. Alors, il y a une demande de la demande suivante. Je demanderai à M. Rivière, qui fait partie du groupe de l'UNC, s'il veut bien sortir. Donc, il y a une demande de subvention exceptionnelle émanant de l'association UNC. Par courrier en date du 30 juin 2023, l'UNC nous sollicite pour une subvention pour le remplacement de leur drapeau de cérémonie. Cette section est présente à chaque manifestation patriotique par le pied de son porte-drapeau. Il propose au conseil municipal d'apporter son soutien à l'UNC comme nous l'avons fait avec d'autres associations patriotiques. Donc le conseil municipal décide d'accorder une subvention exceptionnelle de 946,80 € à l'UNC, correspondant au coût d'un drapeau tricolore de cérémonie sans les accessoires. Il nous préciser que le maire et son représentant est autorisé à effectuer toutes les démarches nécessaires au versement de cette subvention du chapitre 65 du budget 2023. Y a-t-il des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Y a-t-il des abstentions? Vous êtes tous pour? Je vous remercie pour. Si on peut aller chercher. Délibération numéro 16 de l'école de municipale de musique, tarification des ateliers de pratique collective. Dans le cadre du développement des actions de l'école de musique et sur proposition de M. Nicolas Villec, le nouveau directeur de l'école de musique, il est retenu de mettre en place des ateliers de pratique collective de la musique. Sur les modalités pratiques, il est proposé au Conseil de s'aligner sur l'accès à la prestation chorale déjà existante, guide si pratique de l'instrument et sans pratique de l'instrument. Application du tarif voté pour la prestation chorale, plan divisé à 54 € le premier enfant, 45 deuxième, 43 troisième, et pour les communes extérieures, 94 le premier, 80 le second, 75 le troisième. Donc il vous est demandé d'adopter les tarifs ci-dessus proposés par les ateliers de pratique collective de l'école des musiques, de préciser que la grille des tarifs sera en conséquence actualisée ainsi que le règlement intérieur de l'école de musique. Donc je le vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Projet de délibération numéro 17, créance et regroupement d'admission en valeur de créance éteinte. La DDI a adressé les derniers états des titres irrécouvrables à mettre en valeur et des créances éteintes. Les créances à mettre en valeur concernent les titres de recettes non recouvrés après poursuite sans effet pour un montant de 815,27 € et les créances éteintes correspondent à 2779,55 €. Donc des créances de 2021 à 2022 pour deux particuliers, après avis prononcé par la commission de surendettement des particuliers du Finistère. Il est donc proposé d'autoriser Madame le maire à mettre ce produit en valeur et en créance éteinte de la manière suivante. 815,27 € imputés sur l'article 6541, créance admise en valeur, et 2779,55 € imputés sur l'article 6542, créance éteinte. C'est une délibération contraire. Oui, c'est une délibération annuelle. En effet, les FIP nous amènent les différentes situations. Donc je mets au voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Unanimité, merci. Monsieur Maurice. Projet de délibération numéro 18, définition d'un périmètre de réflexion et d'études d'aménagement entre villes, entrée de ville, masse de navigation. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le périmètre Petite Ville de demain, notamment la fiche action numéro 5, vu la délibération numéro 2023-06-28 du 16 du 28 juin 2023, vu le plan local d'urbanisme de la ville,
vu la délibération du Conseil communautaire du 18 janvier 2022 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, vu l'avis favorable des commissions communales et communes projet urbain sportif, commerce, artisanat, urbanisme réglementaire du 27 septembre 2023, il est pertinent de compléter le dispositif Petite Ville de demain par un périmètre d'études capacitaire et de réflexion relatif au secteur national et nord pour une vue d'ensemble cohérent des potentialités d'aménagement selon les enjeux publics. En effet, ce secteur inclut dans le dispositif Petite Ville de demain stratégique pour la ville. Le nécessaire traitement de qualité d'une entrée de ville, la présence et proximité d'équipements publics, l'interrogation sur la liaison, l'enjeu de densification de l'habitat, les cheminements sécurisés à la durée, le dimensionnement du stationnement et le devenir du cours d'eau basique. Après avoir libéré le procédure, ici donc d'approuver la définition du périmètre proposé. Donc on a un plan voilà, périmètre qui est proposé. Et donc c'est en fait ce projet, c'est pour venir nourrir on va dire, le projet d'ensemble qui a été établi dans le cadre de la Petite Ville de demain et antérieurement on a déjà fait un directeur sur la ville. Donc voilà, un élément, on a fait déjà la place Lyotet, place de l'église, on a réfléchi, les abords de la médiathèque et là on se penche sur une étude. Donc ça nous permettra de compléter à chaque fois, peut-être justement, il y aura une débat ou une réflexion à avoir sur les logements principalement et sur la circulation. Donc on va missionner un bureau d'études pour réfléchir et nous faire des propositions sur ce secteur qui est quand même très sensible au niveau de la circulation, du cours d'eau et des liaisons aussi entre le centre-ville et la vallée du Lac. L'espace donc des enfants. Y a-t-il des questions? Donc je mets au voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Juste, Monsieur Maury, l'autre jour, je vous avais demandé est-ce qu'on pouvait agrandir donc ce qui a été fait, le périmètre au niveau du croisement de la rue. Oui, j'ai vu, non mais il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que notre groupe, on en a discuté l'autre jour, et quelqu'un me faisait, je crois que c'était Florian, qui me faisait la remarque que le panneau tourné à gauche, il est mis sur la gauche de la voie, et non... L'interdiction tournée à droite, pardon, est mise sur la gauche de la route, en fait, au lieu de mettre à droite. Et en fait, apparemment, il y a beaucoup de gens qui tournent, et c'est assez dangereux. Et voilà. Donc, est-ce que ce panneau ne devrait pas être mis, vous voyez, peut-être sur la droite pour avoir peut-être une visibilité différente, je ne sais pas. Il y a peut-être un petit truc là à voir. Voilà. J'en profite parce que je connais un peu le coin. Donc le local, enfin plutôt du Conseil général, la caissière d'arrêt pour le car, je crois pour aller à la gare, est aussi un peu gênant pour la visibilité, d'autant qu'il y a un panneau à l'intérieur et on ne voit pas très bien quand on vient d'en bas. On va voir peut-être dans l'ensemble. Peut-être déplacer l'arrêt. Je pense qu'il faut le déplacer. Avant, il y avait également des parterres avec des plantes assez hautes. Vous les avez enlevées, ça c'est une bonne chose. Mais il reste donc ce petit abri qui gêne, à mon avis. Oui, c'est au département, mais on peut quand même peut-être intervenir. S'il y a une raison de sécurité, ça peut être le coup de se pencher là-dessus. Donc, délibération 19, dispositif passe commerce artisanat en convention avec la commune du pays de Landévision. Donc, le dispositif passe commerce artisanat a pour vocation à dynamiser l'activité économique des TPE en accompagnant donc la modernisation de ces entreprises par un soutien à l'installation et au développement d'activités en centralité, un soutien aux investissements réduisant les impacts environnementaux et un soutien à la numérisation et à la digitalisation. Donc, le dispositif passe commerce est conçu à partir des besoins des territoires en lien avec la région Bretagne. Pour les communes de plus de 5 000 habitants hors zone de revitalisation rurale, définies au cas par cas selon la desiderata des territoires, la répartition de la subvention entre le PCI et la région sera respectivement de 50-30. Dans des vidéos donc relevant de ce cas de figure, la ville
ville avait fait le choix d'abonder à hauteur de 20% la subvention octroyée aux dossiers déposés par les commerçants et artisans situés sur son territoire. La CCPL propose donc de poursuivre le dispositif et la répartition du financement. Dans ce but, il convient de souscrire une nouvelle convention entre la CCPL et la ville. Cette convention, valable jusqu'au 31 décembre 2028, précise que la CCPL versera la totalité de la subvention au projet éligible. En contrepartie, la ville s'engage à verser à la CCPL les crédits versés aux entreprises au titre de la part communale, c'est-à-dire 20%, sur présentation par l'EPCI d'un tableau récapitulatif listant les projets soutenus sur le territoire de la région. Les crédits municipaux sont appelés par la CCPL. Donc vous avez en annexe la convention. Donc il est demandé au Conseil de décider de poursuivre le dispositif passe commerce artisanat et la participation de la ville aux conditions proposées et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer la convention correspondante avec la CCPL et à effectuer les versements liés. Donc je pense que vous allez tous être d'accord, parce que ça fait beaucoup de bien aux commerçants. Donc qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, je vous remercie. Délibération numéro 20, donc ouverture des commerces de dimanche, dérogation à la règle du repos dominical pour l'année 2024. Donc depuis le 1er janvier 2016, les commerces de détail non alimentaires qui emploient des salariés peuvent ouvrir de façon ponctuelle selon la législation suivante. 5 dimanches par an sur décision du maire prise après avis du conseil municipal, jusqu'à 12 dimanches par an sur décision du maire. Lorsque le nombre de ces dimanches excède de 5, la décision du maire est prise après avis conforme de la communauté des communes du pays de l'Andivio. Donc la liste des dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante. Donc la dérogation est collective, aucune demande de dérogation n'est formulée pour les commerçants. Donc la liste des dimanches proposés dans le cadre de la dérogation à la règle du repos dominical a été établie en concertation avec l'Union commerciale Landicommerce. Donc on propose pour l'année 2024 les demandes de dérogation sur les dimanches suivants, donc le 14 janvier, premier dimanche des soldes, le 4 février, c'est la braderie de la Chandeleur, le 11 février, c'est le dernier dimanche des soldes, 30 juin, le premier dimanche des soldes d'été, et donc le calendrier de 2024, le 1er, le 8, 15, 22 et 29 décembre, qui sont les 5 dimanches de décembre 2024. Donc, après, on a délibéré dans le conseil municipal, on a dit c'est plutôt un demande. Donc je vais mettre aux voix qui est contre. 2. Qui s'abstient. 1. Qui est pour. Je vous remercie. La motion de soutien aux espaces publics et privés en Bretagne, sachant que sur le pays de on a 4 EHPAD qui sont en souterrain, vous savez que c'est assez compliqué. Donc je vous propose de voter la motion qui vous est proposée, vous allez tous le lire dans votre dossier. Donc je vais mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Présentation du rapport de la commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées pour les années 2020 et 2022. Donc la 15e commission s'est tenue le 5 juillet 2023 et a permis à ses membres d'avoir un espace d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie des espaces publics, ainsi qu'un recensement de l'offre de logement accessible. L'objet du rapport annexé est de présenter aux membres du conseil municipal le rapport 2020-2022 de l'activité de la CCAPH. La dernière commission datait du 26 novembre 2019 et qui n'a pu être réunie du fait de la période Covid. Il est demandé donc au conseil municipal de prendre acte de ce rapport qui vous est annexé
annexé qui sera transmis au préfet du département, au président du conseil départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à tous les responsables bâtiments, installations et lieux de travail concernés par ce rapport. Il n'y a pas de vote, donc je voudrais juste faire des remarques. On s'étonne que la réunion, en sachant qu'elle n'avait pas eu depuis le 26 novembre 2019, se tienne le 5 juillet au début d'été, et on voit que dans la liste des membres, il y a beaucoup de gens absents. Donc c'est regrettable de fixer une réunion à cette époque-là, puisque je pense que beaucoup va pu se libérer. Et puis, sinon, c'est un petit peu surprenant quand même, je peux comprendre qu'il y ait l'effet Covid, mais de là, ne pas faire de réunion en 2022, à un moment donné, je pense que ça aurait été faisable. J'abonde quand même, parce que ça en serait risible si le sujet n'était pas grave. Ça donne juste envie de pleurer, de voir l'importance que vous donnez à l'accessibilité des bâtiments et des voiries. Je trouve ça quand même un petit peu... Bah oui, mais enfin ça permet d'entendre les gens aussi. Je pense que vous avez su compter les sommes qui ont été affichées dans ces rapports pour comprendre quand même que le boulot a été fait. On n'a pas attendu de ne pas faire de réunion pour ne pas faire le travail. Puisqu'on a toujours des contacts même avec les personnes des commissions. Oui, mais ça permet de se réunir, c'est pas... Le travail était à continuer. Non, mais je parle pas de réunions bateau, hein, des vraies réunions de travail, quoi. C'est pas mal. Des réunions bateau. Ah bon. On fait jamais des réunions bateau. La commission. Pour information, donc, la répartition 2023 de l'enveloppe du Fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales. Donc, c'est une information que les conseillers communautaires ont déjà eue. Donc, pour l'année 2023, donc, le bloc CCPL commune est attributaire d'un montant de 927 038 contre 980 315 en 2022. Donc, une baisse de fonds de péréquation de 5,44%. Compte tenu de la baisse de l'attribution du FPIC 2023 par rapport à 2022, et dans un esprit de solidarité, la ville et la CCPL proposent de moduler à la baisse leur part afin de faire bénéficier aux 18 autres communes une attribution FPIC 2023 égale à celle de 2022. Le conseil communautaire a été invité à délibérer le 26 septembre sur le mode dérogatoire libre, et vous avez la répartition. Le vote au niveau communautaire était un vote à l'unanimité. Donc, c'est de l'information de façon à ce que tous les élus municipaux ne siégeant pas au conseil communautaire aient cette information. Alors, l'étude du PLUIH avait démarré début 2022, suite à une délibération côté colo. Aujourd'hui, on a bien avancé, il était prévu 159 réunions sur la période d'études. On est à un an posé de crayon, donc dans un an, il faut que le projet soit arrêté. Aujourd'hui, donc, dans les 4 grands chapitres, le règlement, la note de présentation est terminée. Donc, il y avait donc le diagnostic, les enjeux, la consommation des espaces naturels. Donc ça a été les espaces naturels forestiers et agricoles qui ont été estimés à 550 hectares sur le pays de Morlaix, sur donc des 10 années passées entre 2011 et 2021. Et donc ça c'est un élément très fort. Et là maintenant, donc, le PADD est pratiquement terminé. Il y aura donc le débat du PADD au Conseil du 14 décembre. Les sujets traités, donc c'était l'environnement, l'agriculture, l'économie, l'habitat, tous les sujets obligatoires. Donc on est tout près du bout. Donc il faudra qu'il y ait un débat sur les choix. Donc un débat au conseil municipal et au conseil communautaire, qui aura lieu, je crois, le 19 décembre. Ensuite, donc, pour le règlement, donc le troisième chapitre important, c'est le règlement. On est en attente de l'avancée du SCOT, donc du SCOT Pays de Morlaix, sur la quantification et l'attribution des espaces naturels et fonciers.
on ne sait pas encore quelle surface on va avoir, ainsi que la répartition de l'offre de logement sur une base de croissance de 0,12%. Donc ça, ce sont des chiffres approchés. Donc on est en attente, je pense que ça devrait tarder, ça ne devrait pas tarder. Donc sinon, on a recensé les bâtis susceptibles de changer de destination, le recensement des talus, des zones humides, des constructions sur les terrains nus, libres de construction plutôt, les terrains profonds à diviser, ce qu'on appelle les BINDI, les sites susceptibles de renouvellement urbain. Donc tout ça, ça a été recensé. Donc après, on aura donc des zones constructives à définir avec ce qu'on appelle des SPECAL, ce sont des sites spéciaux, un secteur de taille à capacité limitée, et des secteurs en attente de projet, c'est des choses nouvelles, ça, en fait. Et il nous restera à faire des orientations d'aménagement et de programmation. Voilà. Donc, je dirais que tout va bien, mais il faut que... Ben, ça va, il y a beaucoup de réunions. Donc maintenant, je pense qu'on pourrait faire, dès qu'on aura l'information du SCOT, c'est faire peut-être une réunion de la commission, une réunion d'information en commission, les deux commissions comme on fait d'habitude, l'organisme réglementaire. On fait une réunion d'information, donc on pourra peut-être commencer à faire le zonage, voir les surfaces qu'on pourra utiliser selon l'individu. Parce que ça va être la clé. Et on n'est pas sûr de garder toutes nos zones constructives qui sont nos PLU actuels. Juste une petite remarque, à l'aube d'un futur PLUI-H, il y avait encore l'ancien PLUI, notamment le PADD, pour lequel il y avait en dernière page du document que vous aviez présenté, ça date un peu, mais je crois que c'était en 2019 ou 2020, il y avait toute une batterie d'indicateurs. Je voulais savoir si ces indicateurs-là étaient toujours maintenus et observés, c'est-à-dire est-ce que vous les complétez en permanence annuelle, puisque c'était une obligation du PADD, et en quel cas on aimerait bien avoir une copie, je dirais, au moins de ce suivi de ces indicateurs. Il y a certainement des modifications au niveau, par exemple, du logement. Le logement va changer complètement. J'entends que le logement va changer, mais il y avait une batterie d'indicateurs qui était indiquée, il y avait une bonne vingtaine, et je voulais savoir si même si le changement, le logement change, peu importe, il y a quand même qui rentrent dans cette batterie d'indicateurs, on doit les avoir. C'est obligatoire de l'UPAD, donc voilà, on va bien avoir effectivement copie du suivi de ces indicateurs pour un développement. Je vous remercie. Juste une petite question, c'est un peu prématuré peut-être, mais est-ce qu'il y aura, est-ce que vous pensez organiser des réunions publiques de présentation au moment opportun? Alors, les réunions publiques viendront justement après, donc je vis dans un an pause de triomphe pour faire un arrêt, et les réunions publiques commencent à s'ouvrir. D'accord, merci. Il y aura donc la consultation des personnes publiques associées, toute une procédure avec des créneaux compressibles. Donc ils vont prendre un an. C'est-à-dire que fin 2024, c'est possible, il faut qu'on arrête, après on passera sur les créneaux, et pour faire un arrêté définitif en décembre 2025. Si tout va bien. Mais pour l'instant, le planning proposé est respecté. Merci. Merci, monsieur Moufou. J'ai quelques petits points d'information. Vous tenez au courant que normalement, il y a un recensement qui était prévu, le recensement lycée qui était prévu en 2024, repoussé en 2025. Je pense que vous avez vu dans les journaux aussi qu'on a eu l'annonce pour le dispositif argent de poche. Je peux vous dire qu'on a été plus que dépassé parce qu'on avait besoin de 4 jeunes, on a eu 18 demandes. Justement, à la commission, on avait prévu 5 maximum, ça faisait partie de mes questions diverses. Pourquoi avoir pas présenté 5 postes si ça a des personnes pour les encadrer, on ne peut pas les laisser seuls. Non, mais je sais bien. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un. D'accord. Donc là, on en a 4 qui vont être au niveau culturel et au niveau service enfants jeunesse. Et on verra après si on peut mettre d'autres jeunes dans un autre service en fonction de la disponibilité du personnel. Voilà.
Et puis on avait mis aussi en ligne le séjour ski, et il y a 32 places en 2 jours, ça a été complet. Donc bah, ça fait plaisir de voir que les gens sont contents d'avoir tout ça. Vous avez vu aussi que la bibliothèque, tout avait été déménagé et que maintenant c'était installé rue Mangin. Et je ne sais pas s'il y en a qui sont allés rue Mangin, mais c'est assez connu, les familles sont contentes. Il y a eu une très belle manifestation samedi dernier. Une manifestation le matin et l'après-midi. Il y a eu beaucoup de monde, autant des petits que des ados et leurs parents. Donc ça c'est bien. Vous avez vu, vous avez un communiqué aussi qui est devant vous, l'annonce pour la brigade des caisses de gendarmerie. Alors là, rappelez-vous, on avait déjà délibéré en 2020 pour la construction de nouvelle gendarmerie et on avait discuté de la brigade des caisses avec un nouvel colonel de gendarmerie de Quimper qui trouvait très pertinent de mettre une brigade des caisses et de pause en division de capital cheval. Et en plus, on a l'équipole où les chevaux pourront être logés. Maintenant, ce sont 6 personnes supplémentaires qui vont arriver en brigade de gendarmerie, qui ne vont pas entrer dans le compte des gendarmes en division, mais il faudra bien les loger quelque part. Donc, on essaye d'activer pour la construction de la gendarmerie. Je reste ouvert. Mais bon, c'est une très belle chose parce que c'est une brigade verte. Et la colonelle de gendarmerie s'était rendu compte qu'il y avait un grand besoin. C'est quand il y a eu des incendies dans les zones d'arrêt, les voitures ne pouvaient pas passer. Alors que les gendarmes pouvaient passer. Et puis tout à l'heure, dans les prix qu'on avait engagés, je vous ai parlé de l'entreprise PIC. Et l'entreprise PIC, c'est pour le schéma directeur informatique. Et ce que vous savez, c'est de plus en plus sécurisé. Vous avez vu une morgue, je crois, qui a été attaquée. Donc il faut vraiment sécuriser un maximum. Parce que c'est vrai que tous les jours maintenant, on a un ordinateur, Internet. Donc c'est pas important. Vous avez su aussi qu'il y avait représenté tout à l'heure donc elle a ouvert une page LinkedIn sur Internet, donc vous allez tous le voir, donc n'hésitez pas à aller cliquer pour dire que vous voulez avoir des informations. Ça sera un plus. N'hésitez pas à transférer les choses qui sont intéressantes. On n'entend pas ce que vous dites, en fait, je ne sais pas, vous vous adressez au point de la... Bah non, mais il y a un micro, il faut s'en servir. Donc je vais vous parler de la page LinkedIn qui a été mise en place. LinkedIn, ah d'accord. Donc vous avez tous su le lien pour y aller, donc n'hésitez pas à vous brancher dessus pour savoir et comme ça vous pouvez emmener à d'autres personnes, même hors de l'office. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Non, on a fait en interaction. En l'occurrence, la première, elle a trait au fleurisme. Je fais référence pour l'équipe à un article d'Ouest France en date du 5 juillet dernier, qui, quelques lignes, il y a très peu, il était très court, mais qui était suffisamment explicite, qui évoquait le site Imur, qui, je rappelle à tout le monde, avait coûté 90 000 € à l'acquisition, ça devait être dans les années 2020, il me semble, avenue Foch, donc, évidemment, tout ce fleurissement a beaucoup souffert depuis quelques temps, l'an dernier principalement, mais il est resté à l'état malheureusement très dégradé. Et ce qui est regrettable, c'est que il n'y a eu pas eu quoi que ce soit d'effectuer avant même l'été, ou ne serait-ce qu'au printemps, de telle façon à enlever ça, puisqu'il n'y a qu'une partie quelque part qui est conservée. Donc ça aurait été préférable de pouvoir faire une autre plantation pour rendre ça un peu plus agréable, puisque c'est vrai que c'est moins abîmé, que ça ne donne pas une belle image de l'Orphébile. Et donc, en l'occurrence, évidemment, on évoquait un manque d'eau, mais enfin, la question se pose tout simplement, on vous l'avait déjà posée au printemps dernier, à savoir qu'il était important de pouvoir faire des plantations en fonction justement des problèmes qu'on aura de plus en plus par rapport à l'eau. Et également, on peut rajouter à ça les plantations autres avec des pots qui sont suspendus un peu partout en ville, qui restent à ma connaissance les mêmes plants que ceux qui étaient mis auparavant, et donc qui plus est, on sait qu'ils sont dopés de vitamines. Donc je trouve ça un peu regrettable, et ça serait bien de penser à faire une autre programmation de fleurissement en tenant compte de tout ça. Voilà. Je trouve que c'est juste. Madame, en fait, je vais vous répondre parce que, évidemment, nos séquimaux ont beaucoup souffert l'an dernier à cause de cette grande sécheresse et qu'on a eu un arrêté de monsieur le préfet qui nous interdisait. Et c'est vrai que j'ai brisé le cœur des jardiniers, parce qu'ils ont travaillé toute l'année là-dessus. Donc c'est pour ça que les séquimaux
On a enlevé une partie des sites murs dans lesquels les jardiniers de la ville ont replanté, parce qu'ils le font eux-mêmes. Mais on n'a pas voulu volontairement enlever tous les sites murs en même temps, parce que les gens se seraient dit, bah, ça y est, on n'en met plus rien. Après, quand on a enlevé, parce que c'était vraiment pas beau, je reconnais que c'était pas beau du tout, les jardiniers ont planté de l'herbe. Oui. Et là, ils sont en train de repréparer les nouveaux sites murs pour les remettre, puisque c'est fait au sein de la serre. Au sein de notre serre, donc ce qu'on a une serre où il faut en plus, on a ajouté aussi des réserves d'eau pour récupérer justement pour l'arrosage au niveau du nouveau stade à 15 watts et vous avez une grosse structure. Donc on a une cuve de 50 mètres cubes au niveau du stade Foch. On en a également une au niveau de la salle de 15 watts pour augmenter justement nos capacités de récupérateurs d'eau pour faciliter les arrosages. Voilà, il y a eu un vrai travail qui a été fait aussi avec les jardiniers justement pour mettre des plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Il y a un vrai travail qui a été fait. J'espère qu'on verra la couleur de ça. Oui. On est sur plus des plantations de vivaces moins exigeantes. Donc, très attention à ça. des espaces verts et très à cheval là-dessus. Autre point, ça concerne le cimetière. Je me suis étonnée en me prenant vendredi dernier, alors qu'on a vu la commission le lundi de cette semaine-là, et qu'il avait été indiqué, puisqu'il y a eu depuis le mois de juillet des problèmes concernant l'accès au cimetière, avec des fermetures de certaines portails portillons, et du coup, il y a eu des réclamations de certaines personnes. Et vous nous aviez dit en commission le lundi que vous aviez levé toutes les interdictions pour revenir à un fonctionnement normal 7 jours sur 7. J'ai la preuve avec une photo sur mon téléphone qu'il y avait la fermeture vendredi sous le coup de 16 heures avec toujours les mêmes affiches mises en place. Donc, comment quand vous prenez la rue qui mène au collège. Ah oui, j'ai pris une photo parce que je n'en revenais pas, j'étais très surpris, donc je me permets de le dire, puisqu'il y a eu beaucoup de variantes sur ces possibilités d'accès au cimetière et certaines personnes, ça les inquiétait. Donc ça serait bien de mettre les choses au point et qu'il n'y ait plus ce genre de soucis. Dernier point qu'on souhaitait aborder, et c'est un point très important, c'est le fonctionnement des services de la ville. Dans les comptes rendus municipalités de cet été, on a eu malheureusement la désagréable surprise de constater que, en ce qui concerne, je donne des exemples précis, les services techniques et cadres de vie, la direction, en été, il y avait une fermeture le mardi et le jeudi après-midi. C'était sur la période d'été. Bon. C'est quand même déjà problématique. Et d'autre part, le service TCRS, depuis la rentrée maintenant, et c'est valable tout le temps, depuis septembre, sont également fermés le lundi et mercredi après-midi. Alors, c'est quand même... Non, j'aimerais terminer, s'il vous plaît, Madame le maire. Donc c'est quand même regrettable de constater ce genre de fonctionnement. Je sais qu'il y avait 4 agents, finalement, au CCS, il n'y en a plus que 3. Je sais la difficulté du travail, on sait, pardon, la difficulté du travail qui est le leur, mais ça serait bien, en tous les cas, d'éviter, pour une ville comme Landivisiau, des fermetures. Je sais que pas mal de petites communes sont obligées de le faire, et qu'à Landivisiau, on soit amené à devoir fermer, ne serait-ce que même 2 demi-journées, on ne trouve pas ça normal. Concernant le service état civil, dernier point important, chacun d'entre vous a pu constater que quand on passe dans le service, il y a un affichage depuis quelques semaines qui précise qu'il faut prendre rendez-vous pour tout. Ça me donne l'impression qu'il faut prendre rendez-vous pour tout, sauf pour les déclarations de décès. Bien heureusement, je vous dirais, mais enfin, il n'empêche que là, pareil, on sait très bien la difficulté avec tout ce qui concerne la délivrance des pièces d'identité qui monopolise plus d'un agent, parce qu'il y a un agent qui fait ça toute la journée, mais il y a également le fait d'aller prendre des rendez-vous sur Internet, de répondre au téléphone et aux gens qui passent, les aider à constituer leur dossier. C'est au moins un agent et demi qui se consacre à ça tous les jours, en sachant qu'il n'y a que 3, que quand je suis passée à c'était début septembre, bizarrement, il n'y avait que 2 agents toute la semaine. Donc, avec une personne qui était à l'accueil, qui n'est pas formée pour l'état civil. Elle peut faire l'accueil, je veux bien, mais elle n'est pas formée pour l'état civil, donc finalement, la personne, elle faisait les pièces d'identité, et pour le reste, il n'y avait personne. C'est quand même très surprenant de voir ce type de fonctionnement. Donc, on vous avait mis en garde, au conseil précédent, sur les problèmes, puisqu'il y avait 4 agents avant.
c'est pas du luxe de considérer qu'il faut ce quatrième agent et ne pas considérer, puisqu'on avait incité quant à savoir comment s'organisait le service civil, puisqu'on constatait qu'il y avait ce quatrième poste de supprimé. On nous disait qu'il y avait une nouvelle répartition avec des agents qui sont au service secrétaire général qui allait descendre. Pour finir, après avoir pris des renseignements, il est question de faire venir une personne 2 jours par semaine. Mais excusez-moi, ça ne remplace pas. Et avec tout ce qu'on vous a dit là sur le fonctionnement du service, c'est quand même une sacrée dégradation du service public, en sachant que tout arrive. Il n'y a pas que le service civique, il y a le fait que le standard est là et que les gens viennent là se renseigner. Donc à un moment donné, je pense qu'il est plus que temps de redresser la barre et de prendre des décisions correctes pour éviter que les agents se retrouvent, comme beaucoup malheureusement, au sein d'un collectivité depuis plusieurs mois, même quelques années malheureusement, à avoir des problèmes. Donc d'où les arrêts maladie. Et d'ailleurs, ici une petite parenthèse par rapport à ça, on constate que vous avez décrété de faire des contre-visites pour les agents. Vous avez mis en garde par rapport à ça aussi, puisque surtout quand on voit qu'un DGS débarque le 2 mai et qu'il institue une telle politique, c'est pas comme ça qu'on va être bien accueilli. Et je ne crois pas que les agents soient en train de traîner les pieds avec de mauvaises volontés pour travailler. Donc il serait temps qu'il y ait une autre ambiance et collectivité, et on répète une énième fois qu'on vous met en garde sur la façon dont vous vous comportez par rapport au personnel, parce qu'on a des retours très négatifs et très inquiétants. Voilà. Et M. Philippot, à ce sujet, sera amené à faire une proposition d'ailleurs. Voilà. Nous avions, nous, 3 remarques à vous faire, notamment concernant les programmes des commissions. On a reçu, comme tous, le compte-rendu du bulletin municipal, du bureau municipal du 24 août, où on avait été agréablement surpris de recevoir toute une planification un mois avant le conseil municipal, chose qu'on n'avait jamais vue auparavant. Et en fait, les unes après les autres, les réunions de commission ont été annulées, sans qu'on le sache d'ailleurs. Moi, c'est d'une façon complètement fortuite, parce que justement, j'avais un rendez-vous carte d'identité à l'état civil le 19 septembre, que je suis allée voir Madame Ferreira, en lui disant mon étonnement de rien recevoir pour la commission que j'avais à 18h. Et là, elle m'a dit que c'était annulé, qu'on recevrait tout au plus vite. Sauf que j'avais déjà encore une commission le lendemain et qu'on n'a toujours pas été prévenu. Donc je ne sais pas à quoi ça rime de nous bloquer des dates. Moi, j'ai changé pas mal de choses dans mon planning justement pour être présente. Et puis pour finir, ne pas avoir de commission. Donc il faudrait peut-être respecter un peu aussi la vie et le planning de chacun. Donc s'il était possible de prévoir les commissions au moins, peut-être pas un mois, mais au moins 3 semaines à l'avance, mais au moins qu'on soit sûr qu'elles soient tenues. Madame Martineau, si vous voulez, dans le compte rendu de la municipalité, on s'arrange avec tous les adjoints pour voir les commissions, pour mettre les commissions en fonction de leur disponibilité. Et on se rend compte, c'est pour ça que normalement, si il y a une commission, vous allez recevoir une invitation pour venir à la commission. Les adjoints, on arrête les dates en fonction de leur disponibilité, et il n'y a pas toujours des dossiers à passer dans la commission. Donc à partir du moment où, une semaine avant, vous n'avez pas reçu le dossier, c'est qu'il n'y a pas de commission. Mais on arrête en vous disant, peut-être que là, Laurent. Je pensais à une ratée, ou vous voyez, pas reçu un mail. On a arrêté les dates justement dans le cadre du conseil municipal, et puis il n'y a pas besoin que tous les conseillers fassent la commission. Voilà. Bon, enfin, à 15 jours de la commission, on sait ou pas s'il y aura un sujet dans sa commission. Il y avait une autre chose, toujours au bureau municipal du 5 juillet, il y avait le dispositif heure civique, que nous trouvons un bon dispositif. Et donc il y avait une personne au nom de M. Périfan qui vous avait proposé une visioconférence pour présenter donc, ce projet aux élus. Seuls 3 élus ont été conviés. C'était une visioconférence, donc c'est quelque chose qui est relativement facile à mettre en place pour les autres élus. Pourquoi ne pas avoir mis cette réunion voilà, pourquoi ne pas avoir mis cette visioconférence en même temps que une commission qui aurait été concernée par ce dispositif? Et pourquoi ne pas l'ouvrir à tous les élus qui auraient été intéressés? Sincèrement, je trouvais que c'était un sujet qui est assez global sur plein de services de la ville et qui aurait été intéressant de mettre en place. Voilà. Est-ce que vous avez une raison pour laquelle... Là, c'était une présentation, vous avez une présentation, il y aura des suites et
Une présentation, même, c'est important. Enfin, c'est là où commence le travail des commissions. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas des commissions. C'était très succinct, il voulait, parce qu'il était très occupé, il voulait juste nous donner les grandes lignes, mais l'idéal de ce qu'on va dire, c'est qu'on pourrait sur le plus. Et donc, la suite, alors, c'est. Quelle est la suite? Pour l'instant, on n'a pas de date précise, mais oui. D'accord. Autre sujet important, le lien intergénérationnel. Donc, vivre ensemble, une chance à cultiver. Donc, c'est sur le lien intergénérationnel, comme je disais. Et donc, pareil, nous avons eu au bureau municipal du 27 septembre le compte rendu le 4 octobre. Il y avait une journée qui était proposée le 2 octobre. Donc, quand vous avez l'information 2 jours après, c'est un peu dommageable. Elle était sur un bureau municipal d'avant, mais il n'y avait pas de date. Il n'y avait pas de date. Tout le monde n'est pas abonné au télégramme, je suis désolée. On est élu, vous avez notre mail, Madame Claes, vous pouvez quand même nous prévenir. Et donc, il n'est pas concevable d'être prévenu quand même après un événement, c'est pas possible. Enfin, là, à un moment donné, il y a des choses. C'est quand même important pour une commune, ça touche tous les secteurs de la ville. Toutes les commissions auraient pu être intéressées. Je pense que c'est des sujets qui sont quand même d'actualité et qui sont aussi importants pour. Pardon? C'est-à-dire? Et bien justement, c'est bien ce que je vous dis. Donc voilà. Donc je pense que c'est un sujet bien plus intéressant que vous le pensez. Non mais c'est pas très bien. J'aimerais que dans le futur, vous nous conviez à ce genre de réunion. On fait partie du conseil municipal, Madame Claes, donc vous pourriez nous convier. Voilà. Vous allez visiter l'exposition. Si vous voulez, et comme ça, vous rencontrez. Mais c'est pas une question d'exposition. Moi, c'était rencontrer le CLIC, le dispositif, les relais pour les gens qui sont en répit, etc. Ça, c'était intéressant. Il y avait une conférence quand même le 2 octobre. C'est ça qui était intéressant avec un café forum. Je pense que c'était intéressant pour tous les élus que nous sommes. Voilà. Merci. Juste pour revenir un petit peu sur ce que vous pouvez avoir les propos tout à l'heure d'Eliane, quand on parlait effectivement vous nous confirmez bien que c'est une structure indépendante qui viendra faire une étude RPS sur la ville. On est en train d'y travailler. Non, mais c'est vraiment important à ce niveau-là. Je ne vais pas revenir dessus 25 fois, mais s'il faut, je remettrai une couche. Sinon, juste une question aussi, on nous a interpellés par rapport aux véhicules qu'utilise le directeur général des services, notamment pour rentrer chez lui le soir. Plusieurs personnes nous ont interpellés là-dessus et ils s'interrogent si c'est un véhicule de fonction ou si c'est un véhicule de service. De service. Donc un véhicule de service, quand on l'utilise pour ses biens personnels, c'est-à-dire rentrer chez soi. Avec remisage à domicile. Excusez-moi, je comprends. C'est un véhicule de service avec remisage à domicile. D'accord, donc avec forcément avantage en nature. Non. Ce n'est pas un véhicule de c'est l'aller-retour domicile-emploi. Ceci dit, il n'y a pas que le DGS qui a le véhicule avec remisage à domicile. L'ensemble des cadres qui disposent d'un véhicule sont exactement dans le même. D'accord. Ça me surprend parce qu'en termes de réglementation, justement, je suis confronté à ça en plein dedans. Je suis un peu surpris de voir effectivement cette réponse-là, parce qu'on fait bien le distinguo entre un véhicule de fonction et un véhicule de service, pour lequel effectivement il y a une déclaration d'impôt derrière. Est-ce que c'est à considérer comme des avantages en nature? Le véhicule de fonction, vous pouvez l'utiliser compris le week-end, ici c'est pas le cas. Non, le véhicule de service, justement, c'est que pour des allées professionnelles. Oui, tout à fait. Et le domicile-travail fait partie du déplacement professionnel. Bon, écoutez, ça me donne. Professionnellement, j'étais dans ma femme. Non, mais c'est un sondage, j'en regarderai, puisque effectivement, je me dis, je suis en plein dedans. Donc, j'en regarderai, mais ça me surprend. Voilà. C'est pas les échos que j'ai eu de.
On a pas notamment par Il y a une bulle de fonction, en je effet. travaille aujourd'hui. Donc, Il y a une bulle de fonction, en effet, il y a une déclaration d'utilisation de la véhicule. D'accord. Très bien. Sinon, juste une petite remarque aussi, sur les convocations qu'on a reçues, je pense qu'un élu peut signer quand même le document, plutôt que ce soit par délégation faite par le directeur général des services. Alors, juste une petite remarque, mais si ce n'est pas la maire qui le signe, ça peut être le premier adjoint, ou deuxième, ou troisième, il y a des délégations à ce niveau-là, sans pour autant que ce soit le travail de la DGS. Dernière chose, c'est concernant les comptes rendus du comité social territorial. Vous avez demandé, M. Philippe vous envoyer un mail pour réclamer les comptes rendus depuis l'installation de la nouvelle instance. Et puisque les documents que vous nous avez fournis après notre demande, juste au dernier conseil municipal, ne comportaient que ce qui était à l'ordre du jour, ce qu'on peut avoir, nous, le topo habituel, dans les différentes commissions. En aucun cas, il y avait le document signé avec le rapport correspondant au compte rendu de cette instance. Donc, vous aviez promis de nous le remettre, de nous les remettre. Ça serait bien que vous puissiez vous exécuter gentiment. Merci. Également, je souhaite un